Tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire pourrait être faux. L'histoire officielle est simple. Un malentendu diplomatique mineur. Un conflit d'emploi du temps. Mais derrière les portes closes du pouvoir, la vérité est souvent plus complexe, plus crue. Nous sommes fin mars 2026. Le monde observe l'escalade du conflit avec l'Iran. Une guerre lancée par un Donald Trump réélu. Mais un autre drame, loin des caméras, est sur le point de se dérouler. Il ne se passe pas dans les salles froides et formelles de la Maison Blanche, mais dans l'opulence dorée de Mar-a-Lago. Le cadre est intime, conçu pour désarmer. Pourtant, l'air est lourd d'une tension qu'on pourrait couper au couteau. Une délégation étrangère, dirigée par un diplomate algérien chevronné, attend. Ils ne sont pas ici pour une visite de courtoisie. Ils apportent un dossier, méticuleusement préparé pendant des mois, contenant ce qu'ils croient être un argument juridique et historique irréfutable. Leur confiance est palpable. Ils ont étudié les protocoles, anticipé les contre-arguments et croient avoir un allié solide aux États-Unis. Cette réunion est l'aboutissement d'un long et discret effort diplomatique. Ils sentent qu'ils sont au bord d'une victoire historique, une correction d'un grief de longue date. La pièce est froide, la climatisation émettant un bourdonnement bas et monotone, un contraste frappant avec la chaleur de la Floride à l'extérieur. En face d'eux se trouve la présence imprévisible du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Flanqué de seulement quelques conseillers de confiance, impassible, il projette une aura de pouvoir décontractée. Il n'est pas là pour négocier, il est là pour écouter et pour juger. L'atmosphère est celle d'une cour royale, non d'un sommet diplomatique. La délégation algérienne, habituée à la valse structurée des relations internationales, se retrouve dans une arène entièrement différente. Leurs arguments soigneusement construits, basés sur le droit international et les précédents, semblent soudain fragiles face à la force de personnalité d'un seul homme et à son mépris bien connu des normes établies. L'attente s'étire. Chaque tic-tac de l'horloge de parquet dans le coin de la pièce amplifie le suspense. Ce n'est pas une négociation d'égal à égal, c'est une supplique, une pétition présentée devant un souverain. Le chef de la délégation, un homme qui a traversé d'innombrables crises, sent une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. Il répète les premières lignes de sa présentation une dernière fois dans son esprit. Il sait que l'avenir d'une frontière stratégique, et peut-être l'équilibre des pouvoirs dans sa région, repose sur les prochaines minutes. Il a tout misé sur l'hypothèse d'un soutien américain, un pari qui semble maintenant périlleusement incertain. Le cœur du litige n'était pas seulement une ligne sur une carte. C'était une blessure dans la psyché nationale de l'Algérie. Une question complexe, enracinée dans l'histoire coloniale et la souveraineté post-coloniale. La plainte concernait une zone frontalière stratégique, un territoire riche en ressources et essentiel pour la sécurité régionale. Pendant des décennies, cette zone avait été une source de tensions latentes avec une puissance voisine. Le gouvernement algérien avait compilé un dossier massif, rempli de traités anciens, de cartes de l'époque coloniale et de témoignages qui, selon eux, prouvaient sans équivoque leurs revendications. Ce n'était pas une demande futile, c'était une question fondamentale d'intégrité nationale. La délégation avait toutes les raisons de croire que son dossier était solide. Ils avaient obtenu des avis de juristes internationaux renommés. Ils avaient retracé la chaîne de titres et de souveraineté à travers les siècles, démontrant une revendication constante et ininterrompue qui avait été injustement ignorée dans les suites chaotiques de la décolonisation. La plainte était conçue pour séduire une administration américaine qui se targuait de corriger les torts historiques perçus et de contester le statu quo mondial. C'était un récit de justice, d'une nation cherchant ce qui lui revenait de droit. Une histoire qu'il pensait résonnerait avec l'idéologie « l'Amérique d'abord » de Trump, mais appliquée à un allié. Le moment semblait également parfait. Au milieu de la posture agressive de la nouvelle administration contre l'Iran et de son approche perturbatrice des alliances mondiales, l'Algérie y voyait une opportunité. En se présentant comme un partenaire stable et fiable dans une région turbulente, ils espéraient gagner les faveurs. Ils croyaient que leur soutien, ou du moins leur neutralité, dans d'autres affaires, serait récompensé par le soutien américain sur cette question cruciale. La plainte n'était pas seulement un document juridique, c'était une offre stratégique, un coup d'échec conçu pour aligner leurs intérêts nationaux avec la diplomatie transactionnelle favorisée par la Trump White Lodge. Leur hypothèse était simple. Les États-Unis, cherchant à remodeler leurs alliances et dépendances, verraient l'intérêt de soutenir une Algérie forte.
Soutenir leurs revendications enverrait un message puissant à toute la région. Cela affaiblirait un rival, renforcerait un allié et coûterait très peu aux États-Unis en termes d'implication directe. La délégation est entrée dans cette pièce en croyant qu'elle ne demandait pas seulement une faveur, mais présentait une proposition mutuellement bénéfique. Ils étaient convaincus que la logique était inéluctable, les preuves historiques indéniables et le calcul politique clairement en leur faveur. C'était un cas d'école parfaitement argumenté et politiquement opportun. La présentation commença. Le diplomate principal, sa voix ferme malgré la pression, exposa les points clés du dossier. Il parla d'histoire, de justice, de droit international. Il déroula une carte vieille de plusieurs siècles sur la table polie, son papier délicat témoignant du poids de son argument. Il parla moins de 10 minutes. Il avait à peine atteint le cœur de son discours méticuleusement préparé lorsque Donald Trump leva la main. Le geste n'était pas agressif, mais il était définitif. C'était un signal d'arrêt. La pièce devint silencieuse, les mots du diplomate flottant dans l'air froid, inachevés. Le président Trump se pencha légèrement en avant sur sa chaise. Il ne regarda pas les documents. Il ne demanda aucune clarification. Il regarda directement le diplomate principal, son expression indéchiffrable. Puis, il parla. Le rejet n'était pas une réfutation détaillée. Ce fut un renvoi court, sec et absolument brutal. « Je ne suis pas intéressé », dit-il, les mots prononcés d'un ton plat et définitif. « Ce n'est pas notre problème, l'affaire est classée. » Il n'y eut aucune explication, aucun adoucissement diplomatique du coup. Ce fut un arrêt complet et total, exécuté en quelques secondes. La toile complexe de l'histoire, du droit et de la stratégie fut balayée par quelques mots simples. Le choc dans la pièce fut une force physique. Les membres de la délégation algérienne étaient figés, leur visage un mélange d'incrédulité et d'horreur. Ils s'étaient préparés aux arguments, aux négociations, au retard. Ils ne s'étaient pas préparés à cela. Ce n'était pas un rejet, c'était un effacement. C'était comme si des mois de travail, le grief profondément ancré de leur nation, n'avaient jamais existé. Le diplomate principal resta immobile, l'ancienne carte toujours déroulée sur la table, entre lui et le président américain. Il avait été complètement désarmé, toute sa stratégie s'effondrant en un instant. La confiance qu'il avait apportée dans la pièce s'était évaporée, remplacée par une humiliation profonde et isolante. La réunion était terminée. D'un léger signe de tête à l'un de ses assistants, Trump repoussa sa chaise et se leva, son attention déjà ailleurs, comme si la décision monumentale qu'il venait de prendre n'avait pas plus de conséquences que d'écraser une mouche. La délégation fut laissée assise dans la pièce caverneuse, le silence maintenant lourd et oppressant. Il n'y eut pas de poignée de main, pas de salutation de départ. On s'attendait simplement à ce qu'ils ramassent leurs papiers sans valeur et partent. L'efficacité brutale du rejet était le message. C'était une démonstration de pouvoir absolu, un rappel de qui détenait toutes les cartes et qui n'était qu'un suppliant, facilement congédié. Dans les heures et les jours qui ont suivi la réunion désastreuse, la réponse la plus révélatrice fut celle qui ne vint jamais. Il n'y eut aucune déclaration officielle de la Maison-Blanche. Il n'y eut aucune fuite de presse du côté algérien. Les médias, honnêtement préoccupés par la guerre en Iran et les batailles de l'administration avec les universités américaines, ne prirent absolument pas conscience qu'un important coup diplomatique venait d'imploser. Le silence était absolu, un vide là où une tempête de réaction aurait dû se produire. Cette absence de bruit était en soi un résultat stratégique. L'histoire fut enterrée avant même d'être née. Pour la délégation algérienne, le voyage de retour fut empreint d'une profonde confusion et, honnêtement, de honte. Qu'est-ce qui avait pu si mal tourner? Comment leurs calculs avaient-ils pu être si erronés? Ils avaient tout misé sur le soutien américain, et non seulement ils avaient perdu, mais ils avaient été congédiés sans même la courtoisie d'un débat. De retour dans leur capitale, il n'y eut aucune récrimination publique. Le diplomate qui dirigeait la mission ne fut pas publiquement déshonoré. Il disparut simplement de la scène, réaffecté à un poste obscur. Le gouvernement ne pouvait admettre l'ampleur de son erreur de jugement. Le faire reviendrait à révéler un échec catastrophique de la politique étrangère et une incompréhension embarrassante de leurs supposés alliés. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi le silence? Pour l'administration Trump, il n'y avait aucun avantage à rendre l'événement public. Un non silencieux maintenait l'ambiguïté et laissait toutes les parties dans l'incertitude.
un état que le président utilisait souvent à son avantage. Pour les Algériens, admettre la nature brutale du rejet serait une confession de faiblesse et de naïveté. Cela enhardirait leurs rivaux régionaux et minerait l'autorité de leur gouvernement à l'intérieur du pays. Les deux partis, pour des raisons entièrement différentes, avaient tout intérêt à prétendre que la réunion n'avait jamais eu lieu. L'histoire était trop préjudiciable pour toutes les personnes impliquées. L'affaire devint une histoire de fantômes murmurée dans les couloirs du pouvoir. Un conte édifiant pour les diplomates et les ministres des Affaires étrangères. Ce fut une leçon sur les nouvelles règles du jeu. Elle montra que dans le monde de Trump, les suppositions étaient dangereuses et l'histoire et le droit étaient secondaires par rapport aux caprices personnels et aux calculs stratégiques. Le silence n'était pas un accident, c'était une conséquence soigneusement gérée. Il permit aux puissants d'éviter toute responsabilité et aux humiliés de cacher leur échec. La vérité de ce qui s'est passé dans cette pièce froide de Mar-a-Lago fut intentionnellement confinée à la mémoire des quelques personnes qui y étaient présentes. Alors, qui a vraiment gagné et qui a perdu dans cet affrontement diplomatique silencieux? En apparence, la délégation algérienne et son gouvernement ont subi une défaite claire et humiliante. Leur pari risqué a échoué de manière spectaculaire, les laissant exposés et affaiblis. Leur rival régional, dont les intérêts étaient directement menacés par la plainte, a remporté une victoire majeure sans avoir à lever le petit doigt. Ils ont bénéficié de la décision soudaine et inexpliquée de Trump. Un cadeau géopolitique qui a consolidé leur position. Mais voir l'événement comme un simple scénario gagnant-perdant, c'est passer à côté du jeu plus vaste qui se jouait. Il ne s'agissait jamais seulement d'un conflit frontalier. C'était une bataille pour l'influence, un test des alliances dans un ordre mondial en rapide mutation. Le rejet de Trump était-il une impulsion aléatoire ou un mouvement calculé? Peut-être les États-Unis avaient-ils déjà pris un engagement secret envers le rival de l'Algérie? Peut-être le rejet était-il un signal aux autres nations que le soutien américain n'était pas automatique et pouvait être retiré à tout moment? Ou peut-être était-ce un message aux Algériens eux-mêmes, leur valeur en tant qu'alliés n'était pas aussi élevée qu'ils le croyaient. Le rejet a recalibré la dynamique du pouvoir de toute la région de l'Afrique du Nord en un seul instant. Cet incident révèle une vérité fondamentale sur la diplomatie moderne. Derrière les déclarations publiques et les cérémonies officielles, un jeu plus impitoyable est souvent en cours. C'est un jeu d'influence, de relations transactionnelles et, oui, de personnalité. La plainte algérienne, si logique et juste sur le papier, a échoué parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans le puzzle plus large et invisible des intérêts stratégiques américains à ce moment précis. La délégation n'a pas été vaincue par un meilleur argument. Elle a été balayée de l'échiquier comme un pion dans une partie d'échecs de grand maître, son destin décidé par des forces qu'elle ne pouvait ni voir ni comprendre. Par conséquent, nous devons regarder au-delà des apparences. L'histoire ne concerne pas une plainte rejetée, elle concerne la nature du pouvoir. Elle montre comment une seule décision, non télévisée, peut avoir de profondes conséquences géopolitiques, créant des gagnants et des perdants loin de la pièce où cela s'est produit. Comprendre ce qui s'est réellement passé en coulisses est essentiel. Cela nous rappelle que dans le monde à enjeux élevés des relations internationales, ce qui est tué souvent plus important que ce qui est publiquement déclaré. Le vrai jeu se joue dans l'ombre, et la vérité est rarement celle qui est offerte à la consommation publique.